Charline et Fabien sont des agents assez spéciaux. Le duo sillonne chaque mois l'agglomération de Vesoul pour aller prêcher la bonne parole, porte à porte auprès des habitants, et les convertir à une révolution qui se joue dans leurs poubelles. Bonjour. Bonjour. Nous sommes conseillers du tri et en fait, on souhaitait savoir si on pouvait échanger avec vous sur notamment la gestion de vos déchets. Bien sûr. Super. Comme 9 Français sur 10, ce couple trie déjà ses déchets recyclables depuis plusieurs années. Merci. Comme le papier ou les bouteilles d'eau. Alors déjà, est-ce que vous faites le tri à la maison? On essaie, oui. Ouais. Mieux. Donc vous avez 2 poubelles là? 3 avec le compost. D'accord. A priori, Agnès et Guillaume font partie des bons élèves. Mais avec ces prospectus, les agents vont leur demander de faire des gestes encore mal vus il y a peu de temps. Séparer tous les emballages. Jeter tous les emballages dans la poubelle de tri, même les pots de yaourt et les sacs plastiques. Des fois, les enfants ont des desserts, vous savez, avec un emballage transparent. Alors vous avez dit le mot magique en fait. C'est le mot emballage. Mettre tous ces emballages au bac de recyclage, c'est ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri. Une nouvelle mesure qui concerne déjà 4 Français sur 10 et toute la France d'ici 2 ans. Le but, collecter un maximum d'emballages que vous mettiez jusqu'à présent aux ordures ménagères, y compris les films plastiques tout simples. Alors le sachet? Oh bah là, on n'a pas trop de doute là-dessus. Les sachets, c'est un emballage, non? Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, bah, la poubelle jaune. Mais avec la quantité de produits suremballés que nous consommons, cette nouvelle façon de trier peut virer au cauchemar. Comme avec la pâte brisée industrielle, dont l'emballage est composé de plusieurs matériaux. C'est ça, on achète des matières qui sont déjà les unes dans les autres. Il faut bien penser à les séparer. Là, il y en a 3 pour le coup. Il y a le carton, il y a le plastique et puis il y a le film. Alors par contre, le papier ça, on le met pas. lui, ordure ménagère. C'est pas du papier, voilà. Le bon geste, c'est de séparer l'étui en plastique du carton et de les jeter en vrac dans le bac de recyclage. Si Agnès et Guillaume acceptent de trier plus, c'est à une condition, qu'en retour, leurs emballages soient bien recyclés. On est quand même content, déjà on consomme, mais que nos déchets deviennent quand même recyclés. Une bouteille plastique, on peut en refaire une bouteille plastique ou soit ce qu'on appelle du polyester. C'est ce qu'on appelle la polaire. Mais automatiquement, ça redeviendra un emballage. Nos déchets triés qui redeviennent tous des emballages, vous y croyez vraiment? En tout cas, c'est la promesse de ces nouvelles consignes de tri. Et il y a urgence. Seulement 26% du plastique que nous consommons est vraiment recyclé. La France est l'un des cancres de l'Europe. Alors la faute à qui? Aux fabricants d'emballages toujours plus sophistiqués? Aux consommateurs qui se trompent de poubelle? Ou alors à cet étiquetage qui nous induit en erreur? Cet emballage avec son logo vert, vous pensez qu'il est bon à recycler? Eh bien même pas. En l'achetant, vous avez juste financé un éco-organisme au message pas très efficace. C'est pas très clair en fait. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans les poubelles à recycler? Donc je l'aimais pas, mais non, c'est pas limpide. Pour comprendre le circuit de nos déchets, nous avons remonté les filières opaques du recyclage du plastique. Du centre de tri de votre département jusqu'aux usines illégales d'Asie du Sud. Quel incroyable business se cache derrière le recyclage? Que deviennent vraiment nos emballages? Enquête tout au fond de votre poubelle. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. À Vesoul, en Haute-Saône, on ne recycle donc pas que l'univers de Jacques Brel. Il y a aussi les poubelles jaunes remplies chaque semaine par les 245 000 habitants du secteur. Et demain, tu fais quelle tournée, Gérald? Moi, j'aime pas regarder. Jean-Claude et Gérald sont des éboueurs fonctionnaires, payés à plein temps par l'agglomération. Chaque semaine, les 2 hommes collectent en porte-à-porte tous les bacs de recyclage des habitants. Ceux qui contiennent vos revues papier, les boîtes d'aluminium et désormais tous les emballages en plastique. Et attention, Gérald contrôle chaque bac. Alors, tout ça c'est bon, plastique, recyclable, papier, du carton, tout est bon.
Car depuis que le secteur a changé ses consignes, Jean-Claude et Gérald ont des emballages en ligne de mire. Surtout en plastique, car ils ne sont pas toujours les bienvenus. Alors, refus. C'est quoi le problème? Ben, bidon d'huile de chêne, c'est interdit. Ça, c'est déchetterie. Ah bon? Ouais, oui. Pourtant, les bidons en plastique, c'est OK, non? Non, mais pas certains produits, non. Là, c'est de l'huile de chêne, les huiles voiture, liquide de refroidissement, lave-glace, c'est interdit. C'est des produits dans lesquels il y a eu des produits qui ne sont pas recyclables. Donc, c'est refus. Alors, qu'est-ce qui se passe là, du coup? Je vais y voir mon collègue et on fait un papier de refus. À cause d'un simple bidon en plastique souillé, Gérald va carrément refuser de vider la poubelle entière. Alors, au 26 de la rue, OM et puis bidon d'huile. Cela peut ressembler à un excès de zèle, mais pas du tout. Pour Gérald, c'est très sérieux. Il va même remplir ce document pour avertir le propriétaire de son erreur. Ordure ménagère. Et donc, du coup, le bidon d'huile passe dans l'ordure ménagère. Le bidon en plastique souillé aurait dû être jeté dans l'autre poubelle. C'est un ordre de l'agglomération. On le coince dans la poubelle pour qu'il le voie bien. Voilà, voilà. Le propriétaire devra attendre la collecte suivante pour que sa poubelle soit ramassée. Enfin, s'il n'a pas fait de nouvelle erreur. Il y a des gens qui râlent? Ça arrive, oui. Ouais. Ils disent quoi? Ils sont pas contents, quoi. Ils sont pas contents. Ils nous disent des noms d'oiseaux, quoi. Voilà. Ouais. Si certains habitants s'agacent, c'est que choisir la bonne poubelle est encore un dilemme. Même avec les nouvelles consignes de tri. Malgré tout, la collecte des emballages a bien augmenté. À Vesoul, c'est 8 kilos de plus par personne chaque année. Allez, go, Didier. Mais alors, que vont devenir les déchets collectés par les camions poubelles? Vont-ils vraiment être recyclés? À la fin de leur tournée, ils convergent tous vers cette grande plateforme, le centre de tri. En entrant ici, les déchets vont connaître des destins bien différents, car le centre va devoir les trier par matière. C'est le point de départ d'un grand gâchis en cascade. Et pas d'anomalie réellement? Non. D'accord, très bien, on va pouvoir y aller. Merci. Benoît Chauvet est technicien au centre de tri. Il contrôle quotidiennement les arrivages de tonnes de papier, de carton et d'emballages plastiques vomis par les camions. Ces déchets, il va devoir les trier par catégorie avant de les vendre. Marchez pas sur les déchets, évitez. Dans ce magma, Benoît doit chasser les déchets qui ne sont pas rentables pour le centre de tri. Des emballages problématiques qui sont pourtant bien recyclables. Alors ici, c'est un sac qui contient encore des choses. Donc là, ça répond bien aux consignes de tri. Ce sont bien des emballages qui sont à l'intérieur, mais c'est un emballage qui contient les autres emballages. Or, sur la chaîne de tri, on ne pourra pas les séparer les uns des autres. Pourquoi? Parce que c'est fait manuellement. Ça prend trop de temps? Ça prendrait trop de temps. Ça coûterait trop cher, en fait. Ça coûterait très cher de pouvoir faire ça, effectivement. Éjectez donc le sac rempli d'emballages recyclables. La main-d'œuvre pour les séparer est trop coûteuse. Maîtriser le coût du tri, c'est même tout l'enjeu pour Christophe Tari et Joël Brice, à la tête du syndicat de gestion des déchets. Leur souci, ce centre de tri, comme la plupart des autres, n'est pas vraiment à la pointe du progrès. Ouais, bon, il stocke pas mal de matière à l'intérieur maintenant. Pour trier tous ces emballages, l'usine a bien quelques outils, comme cette espèce de grande machine à laver qui sépare les déchets par taille, un peu comme une passoire. Donc on voit un certain nombre de trous qui sont plus petits au début et qui s'élargissent, on va dire, sur la fin de l'outil. Les petits trous aspirent les films et les sacs en plastique, et les grands trous séparent les papiers des cartons, évacués sur ces deux tapis. Quant aux canettes et boîtes de conserve, elles sont toutes éjectées par le haut, grâce à un aimant qui les isole du reste des déchets. Mais pour trier les emballages en plastique, ces outils ne sont pas suffisants. Surtout depuis l'extension des consignes de tri. Bonjour Clément. Du coup, le centre emploie 40 ouvriers qui se relaient 24 heures sur 24 pour finir le travail des machines.
Et c'est sur le tapis de Philippe que le gâchis va exploser. Car Christophe, le directeur, sait qu'il ne va pas pouvoir revendre une bonne partie des déchets plastiques, pourtant appelés dans la poubelle jaune. Philippe, il enlève plein de barquettes qui pourtant ont été appelées dans les poubelles. Ah voilà, regardez le jambon là, typiquement ça. Ça, il l'enlève le monsieur. Théoriquement, il va l'enlever parce qu'en fait, elle a un opercule dessus, donc il y a deux matières. C'est ce qu'on appelle des plastiques complexes. S'il y a un petit film en fait dessus, qui n'est pas de la même matière, le recycleur va être lui perturbé dans sa manière de recycler. Ça sera 2 ou 3 matières différentes sur le même objet, sur le même déchet. Donc en fait, soit on fait la séparation des deux matières, et auquel cas celle-là, effectivement, elle est bonne, on la laisse partir, elle va chez le recycleur, et celle-là, elle ne peut pas être recyclée puisqu'elle est d'une autre composition et d'une autre matière. Mais là, Philippe, il n'enlève pas, donc ça va à la poubelle. Il ne peut pas l'enlever parce qu'il n'a pas le temps, vous voyez, en fait, dans ses gestes de le faire. Donc c'est aussi chez les fabricants de pouvoir composer en fait des emballages qui soient issus de la même matière. Des emballages simples et recyclables facilement. Même triste constat pour les boîtes de beurre, éjectées à cause de leur opercule en papier d'alu. Ces emballages composés de plusieurs matériaux sont pourtant toujours plus nombreux dans les rayons des magasins. Les opérateurs les éliminent par kilo, chaque minute. Tous ces rebuts vont atterrir dans la zone la moins glorieuse de l'usine. Voici l'incroyable montagne de ce qu'on appelle le refus de tri. Alimenté 24 heures sur 24 par des emballages en plastique que vous aviez soigneusement mis dans votre bac de recyclage, mais qui ne seront jamais recyclés. À Vesoul, c'est un quart de la poubelle jaune qui passe à l'as. Un gros gâchis qui représente surtout pour Joël et Christophe un important manque à gagner. Ça vient d'être trié, donc ça a coûté pour le tri. Le coût de l'exploitant, on est à 145 € la tonne, toute matière entrante. Donc celle-ci, bien évidemment, a ce même coût. Chaque année, ce refus de tri leur coûte 500 000 €. Mais tout n'est pas perdu, car le centre de tri a une solution pour récupérer un minimum de recettes. Une solution économique, mais pas très écologique. Tout brûler dans leur incinérateur. Bonjour, Louis va t'indiquer sur quel quai on va mettre la balle. Adossé au centre de tri, le syndicat de gestion dispose de sa propre installation. Dans cette immense fosse, 40 000 tonnes de poubelles sont déversées chaque année pour être brûlées. Et les emballages plastiques compressés y sont jetés tels quels. Puis c'est cet opérateur qui prend la main. Avec le grappin, il mélange tout simplement les plastiques aux poubelles. Bon, tu as vu qu'on a la fosse qui est à 900 tonnes 900 à peu près. j'ai vu ça, ouais. Suite à l'arrêt technique. Et on sera loin de... Laurent Guyot et Louis Huguin sont les responsables de cet incinérateur. Pour eux, cet incroyable gâchis serait presque un mal pour un bien. Car le plastique va agir comme un allume-feu en améliorant nettement la combustion. Alors c'est une bonne nouvelle parce que ça permet d'augmenter le pouvoir calorifique des déchets ménagers, surtout quand ils sont humides comme on peut l'avoir aujourd'hui. Seul avantage de cette opération, en brûlant ces déchets, l'usine va produire de l'électricité. Et voilà comment ça marche. Pendant la combustion, les poubelles et le plastique dégagent des fumées brûlantes qui vont chauffer de l'eau qui circule dans une chaudière. L'eau se transforme alors en vapeur, injectée à très haute pression dans une turbine. En tournant, ce moteur génère de l'électricité qui alimente toute l'usine. Le surplus est revendu à EDF pour une recette annuelle de 700 000 €. Mais il y a un revers à la médaille. L'incinération peut être dangereuse pour l'environnement et la santé. Après la combustion, il reste du déchet. Ces résidus chargés en métaux lourds, les mâches-fer. L'incinérateur en recrache 10 000 tonnes tous les ans.
Mais ce ne sont pas les pollutions les plus dangereuses que l'incinérateur doit traiter. Quels sont les résultats de la biosurveillance? Oui. La combustion dégage aussi des fumées chargées en polluants très toxiques pour la santé. Alors Laurent et Louis surveillent les rejets de l'usine comme le lait sur le feu. Donc tu vois, on a résumé les analyses de dioxine sur les points d'échantillonnage. Donc on n'atteint aucun seuil réglementaire en fait. Les deux ingénieurs vérifient notamment que certaines dioxines, des molécules cancérigènes pour l'homme, ne s'échappent pas trop, afin de ne pas dépasser les seuils autorisés à la sortie de la cheminée. Pour capter ces polluants et protéger la santé des habitants, l'usine doit investir dans des filtres très coûteux. Alors, annuellement, le coût du traitement, ça représente plus de 450 000 €. Le coût de la biosurveillance, c'est 30 000 € d'analyse par an. C'est un gros poste pour nous, mais c'est indispensable évidemment pour le respect des contraintes réglementaires. Bref, malgré les recettes apportées par la revente d'électricité, l'incinérateur coûte plus qu'il ne rapporte au centre. Quasiment 140 € de perdus par tonne de plastique incinéré. À ce stade, c'est donc un quart de la poubelle jaune qui part directement à l'incinérateur. Mais alors que deviennent les 3/4 restants, avec tous les autres emballages recyclables? Le centre de tri va les revendre à des usines de recyclage. Mais le problème, c'est que toutes les matières n'ont pas la même valeur. Loin de là. Et justement, ce jour-là, c'est le carton trié par Joël et Christophe qui a trouvé preneur. Ces lots viennent d'être vendus à une usine de recyclage à l'étranger. Donc là, on voit, c'est du carton qui va partir directement chez le repreneur en Allemagne. Aujourd'hui, le carton se négocie à peu près à 90 € de la tonne. Pour faciliter leur transport, les déchets sont compressés et expulsés par cette presse pour former ce qu'on appelle des balles. Et parmi toutes les matières, celle que Christophe préfère est mise bien à l'abri, au fond de l'usine. Alors en fait, il s'agit de l'acier sur laquelle la matière est intéressante. Elle est à la fois plus lourde, mais aussi elle a une valeur marchande plus intéressante. Une fois fondues, voilà l'acier. Ces boîtes de conserve ont toutes les chances de devenir des rails de train ou des poutres de construction, car Christophe les revend à très bon prix au géant mondial de la sidérurgie. Alors c'est une matière qui est plus intéressante que les autres puisqu'elle vaut aux alentours de 900 € la tonne. Et nous la revendons à ArcelorMittal, avec un site le plus proche de chez nous qui est au Luxembourg. L'acier, c'est le trésor de guerre du centre de tri. Mais qu'en est-il du plastique? Ou plutôt des plastiques? Car dans ces montagnes d'emballages, il y en a de toutes sortes. Avec un point commun, ils ne valent presque rien sur le marché. Comme ces bouteilles d'eau colorées, fabriquées en PET. C'est le plastique que nous consommons le plus. Là, on est sur du PET coloré. On voit qu'effectivement, on a des différentes couleurs, du vert, du bleu, du rouge aussi. Majoritairement des grandes marques d'eau pétillante qu'on reconnaît bien au travers de la présentation de la balle. Donc ça, vous vendez ça combien la tonne, Christophe? Donc là, on est sur une cinquantaine d'euros en fait sur les derniers prix, notamment ceux de septembre, 55 € la tonne. C'est le prix de rachat de ces PET colorés. En vendant ces bouteilles seulement 55 € la tonne, le centre touche 3 fois moins que ce qu'il a dépensé pour les trier. Et ce constat est le même pour toutes les balles de plastique, revendues à perte. Malgré ces ventes, le centre est bien loin de couvrir les coûts de fonctionnement. Résultat, il accuse 1 million de déficit par an. Comme le centre de Vesoul, la plupart des 450 centres de tri français sont déficitaires. Alors comment font-ils pour s'en sortir en travaillant à perte? C'est là qu'intervient l'acteur clé de cette filière déficitaire. Les centres de tri vivent tous sous perfusion d'un éco-organisme, Citeo. C'est bien beau de trier bouteilles et flacons, mais après, où ça va?
Cet organisme, vous le connaissez sans doute sous son ancien nom, Éco-emballage. Éco-emballage, le petit point vert aux grands effets. À coup de spots publicitaires, cela fait 20 ans que Citeo nous répète de remplir nos bacs jaunes de plastique. Car depuis 1992, l'État français charge cette société privée d'organiser le recyclage de nos emballages. Et pour financer la filière, eh bien c'est dans votre porte-monnaie qu'ils vont se servir. Vous vous rappelez le point vert qui figure sur vos emballages? Cela ne veut pas forcément dire qu'ils sont recyclables. On vous explique. En fait, quand vous achetez un produit qui comporte l'un de ces deux logos, cela signifie que son fabricant paye une taxe à Citeo. Par exemple, sur chaque bouteille d'eau vendue, l'industriel verse 1 centime à cet organisme. Mais au final, cette taxe, c'est bien vous qui la payez dès que vous achetez un produit emballé. L'argent récolté, Citeo le reverse au centre de tri en fonction des tonnages d'emballage qu'il a triés. L'an dernier, Citeo a ainsi reversé presque 700 millions d'euros à tous les centres de tri pour combler leurs déficits et les inciter à se moderniser. Une aide vitale pour le centre de Joël et Christophe, à Vesoul. L'ensemble des matières vendues, c'est à peu près 10% de nos recettes. Donc effectivement, il faut bien qu'on ait l'intéressement Citeo sur l'ensemble des matières triées qui nous permettent de pouvoir financer notre centre de tri. Mais même avec les subventions de Citeo, le tri reste une activité largement perfectible. Car le gâchis ne s'arrête pas là. La promesse du recyclage, c'est tout de même de transformer nos déchets plastiques en nouveaux emballages. Alors prenons le cas de votre bouteille d'eau fabriquée en PET, ce plastique transparent. Quand les bouteilles quittent le centre de tri pour rejoindre une usine de recyclage, sont-elles vraiment régénérées à 100%? C'est sur la côte basque que nous avons trouvé la réponse. Chez Suez, le géant international de la gestion des déchets a installé ici à Bayonne l'une de ces deux usines françaises de recyclage. Surtout, on regarde bien la qualité. On fait comme d'habitude. Alain Manot, le directeur commercial, achète tous les ans 25 000 tonnes de bouteilles en PET. Mais à chaque fois qu'il reçoit un chargement en provenance des centres de tri, c'est un peu la soupe à la grimace. À ce moment-là, c'est toujours un peu la loterie? Voilà, suivant les centres de tri, forcément, les qualités peuvent un peu différer. Car quand il achète ses lots de bouteilles, a priori déjà triées, Alain Manot constate souvent qu'il y a encore des intrus. Et ça, les canettes, l'aluminium là que vous voyez, a priori ça a l'air d'être une bouteille de bière qui n'a rien à faire là normalement. Donc vous avez là par exemple un pot qui n'est pas du PET, donc ça c'est une autre matière. Entre 5 et 10% d'indésirables par chargement. Ça va perturber le rendement, on aura des pertes. Et en plus, vous l'avez acheté. Et en plus, on l'a acheté, donc c'est un petit peu dommage, quoi. Voilà. On va quand même en avertir le centre de tri et la collectivité pour leur demander de s'améliorer sur les prochains camions. Si Alain et Manuel sont si pointilleux sur la qualité de ces vieilles bouteilles en plastique, c'est qu'ils ont de l'ambition pour elles. Dans leur usine dernière génération, ils les transforment en ces petites paillettes. Avec, ces clients fabriquent de nouvelles bouteilles d'eau, oui, mais surtout de la fibre textile, comme le rembourrage de canapés et la plupart de vos vêtements en polyester. Une bonne paillette, vous voyez, c'est une paillette dans laquelle on ne voit pas d'autres couleurs, on ne voit pas de bouchons, on ne voit pas d'étiquette. Mais pour atteindre ce niveau de pureté, Alain et Manuel vont donc devoir encore éliminer une partie des déchets. Ici, c'est un système de tri optique entièrement automatisé qui s'en charge, en séparant les bons plastiques des indésirables. Ce surtri, c'est donc une perte de plus dans la chaîne du recyclage. Et il est stocké tout au fond de l'usine. Oui, alors c'est le bout de la chaîne, la fraction qui va partir en valorisation énergétique. La valorisation énergétique dans le jargon, c'est l'incinérateur. Et c'est bien là que tous ces rebuts vont finir leur vie. Par exemple, on retrouve d'autres contaminants. Voilà, vous avez des autres plastiques, un peu de tout, du papier, des étiquettes, voilà. Chez Suez, 20% de la matière achetée part en fumée.
mythe de dire qu'on recycle le plastique à 100% en fait. Oui, effectivement. Pour obtenir la qualité dont on a besoin, on est obligé de passer par ces étapes de tri et effectivement, on génère des pertes. Des pertes de matière, mais pas seulement. Entre les coûts d'incinération et les étapes de broyage, de lavage et d'affinage, recycler du plastique coûte cher. Et cela plombe sa compétitivité sur le marché. Bon, ben on va aller voir le bleu là-bas. Et les ventes d'Alain Manot, qui doit écouler ses 20 000 tonnes de paillettes chaque année. D'autant que ces derniers mois, il fait face à un concurrent qui peut stopper net ses ventes. Le plastique neuf, le vierge dans le jargon. Notre plus gros concurrent aujourd'hui, c'est le PET vierge, tout simplement. Aujourd'hui, il est très très attractif et qui est arrivé à des bases de prix que l'on a aujourd'hui sur notre recyclé. Donc là, ça devient un peu plus difficile. Si le plastique neuf est moins cher aujourd'hui, c'est à cause d'un seul facteur. Le cours du pétrole, la matière première qu'on utilise pour fabriquer le plastique. Et en ce moment, avec des cours au plus bas, le plastique neuf coûte 10% moins cher que le recyclé. Pour vendre ses paillettes, Alain va donc devoir les brader ou alors s'accrocher à un dernier espoir. Les fabricants de bouteilles aujourd'hui ont dès à présent, de par l'Union européenne, l'obligation de rajouter 25% de recyclé dans leurs bouteilles à partir de 2025. Ça sera même 30% à partir de 2030. Mais au royaume du plastique, le chemin est encore long avant qu'ils ne soient tous recyclés. D'autant qu'au cours de notre enquête, nous avons découvert l'incroyable filière que la France exploite pour se débarrasser de certains de nos emballages à l'autre bout du monde. Les films et sacs plastiques, comme ceux qui entourent nos packs d'eau, toujours plus présents dans nos caddies, ces films encombrent aussi les centres de tri. Comme celui de Christophe Tary et Joël Brice à Vesoul. On va voir nos balles au milieu peut-être. Depuis l'extension des consignes de tri imposées par Citeo, les deux hommes sont obligés de collecter en masse ces plastiques. Et ce, même s'ils n'en tirent presque rien. Ben voilà, ça typiquement les emballages de bouteilles plastiques, hein. La matière vaut pratiquement entre 0 et 10 ou 20 euros maximum à la tonne. Donc imaginez, à l'unité du sac plastique, c'est vraiment insignifiant. La recette matière est quasi non nulle. Trop mou pour être broyé, trop léger en matière pour être rentable, aucun recycleur français n'est prêt à payer pour ce plastique. Pour s'en débarrasser, Christophe, comme la plupart des centres de tri, doit faire appel à de discrets négociants. Alors, notre matière en fait est confiée à un intermédiaire, on va l'appeler comme ça, qui se charge en fait d'aller chercher les filières de valorisation. On sait que sur le film par exemple, il n'y a plus de filière en France. L'exportation des déchets, c'est le plus gros tabou du business du recyclage. Et vous allez découvrir qu'à partir de plastiques qui ne valent presque rien, certains intermédiaires vont en tirer un maximum de profit, loin d'ici, au mépris de la santé et de l'environnement. Jusqu'à présent, la France envoyait tous ces plastiques indésirables en Chine pour les recycler. Mais en 2018, les Chinois décident de bannir brutalement ces exportations. Résultat, les industriels délocalisent leurs usines à toute vitesse et nos déchets envahissent les pays voisins, particulièrement la Malaisie. Derrière la carte postale traditionnelle, la Malaisie est devenue en quelques mois la plaque tournante des transferts de déchets. À Keelung, le principal port du pays, 5 containers de plastique français arrivent tous les jours, sans compter les dizaines envoyés par d'autres pays, pleins à ras-bord de déchets plastiques. En mai dernier, c'en est trop pour la ministre de l'Environnement malaisienne. Après la Chine, elle annonce vouloir renvoyer ces containers à leurs propriétaires. Ces emballages viennent de France. C'est pas normal. Voilà des marques comme Carrefour ou comme Salvetta.
Reprenez vos déchets. Preuve de sa détermination à éradiquer ces arrivages, la Malaisie a même renvoyé ce mois-ci sa marchandise à un négociant français, condamné à payer une amende record de 192 000 € à l'État français. Retour à l'envoyeur donc. Mais dans ce pays gangréné par la corruption, est-ce vraiment la fin du business pour les négociants français? Nous continuons notre enquête à Sungai Petani, à 5 heures de route du port. Cette ancienne cité industrielle concentre toutes les usines de recyclage de Malaisie qui traitent les films plastiques du monde entier. Pour pénétrer ce milieu très opaque, nous n'avons d'autre choix que de nous infiltrer. Notre couverture, ce sera Supraloop, une fausse société de négoce basée en France. Nous nous équipons d'une caméra cachée. Nous nous présentons comme vendeurs de plastique français dans cette usine. Alors? Et nous avons beaucoup de marchandises à écouler. Le patron, un entrepreneur chinois, ne semble pas étonné de nous voir. Ouais, Géraldine Leclerc. Il nous fait tout de suite visiter son immense usine de recyclage. Partout, des tonnes d'emballages plastiques contenus dans ces grands sacs avec la mention Made in France. Troublant. À même le sol, des dizaines d'ouvriers trient les déchets à la main. Dans ce pays, ils sont payés 200 € par mois. Tous travaillent sans aucune protection, avec des machines hors d'âge. Intéressé par notre marchandise, son associé nous attend dans son bureau. Nice to meet you. Nous lui proposons 10 containers de films en plastique comme celui-là. Et tenez-vous bien, il nous propose un très bon prix. Last time 270, now he offer 250. $250. Now 250 $ la tonne pour un produit récupéré presque gratuitement en France. How many containers do you want first? 2 to 4. We can try the 4 container like. Great. Okay, cool. Thank you really much. La fausse affaire est conclue. Les Malaisiens achètent donc encore du plastique français et à prix fort. Mais alors pourquoi faire? La réponse se trouve dans une deuxième usine de recyclage juste à côté. Et surprise, nous retrouvons des dizaines de films plastiques français, comme ces emballages de lait ou d'eau. Et ces rebuts d'emballage de gâteaux et de pâtes de grandes marques du marché français. Yeah, you have a good French customer. Ces emballages vont ici connaître une deuxième vie. L'usine va les transformer en une nouvelle matière première destinée à un marché insoupçonnable. Nos films plastiques sont fondus et transformés en ces petites granules, avec lesquelles la patronne de l'usine fabrique des jouets pour enfants, comme cette pelleteuse rouge. Ou ce tracteur qui ne respecte aucune norme et qui rejoindra d'autres jouets premier prix vendus dans les échoppes de rue du marché asiatique. Un recyclage qui pose question, notamment aux défenseurs de l'environnement. Car ils sont nombreux à accuser ces usines de polluer l'eau, les sols et l'air des habitants. À force de constater les ravages de la pollution sur ses patients, le Dr Tnyo est devenu activiste. Pour sa sécurité, ce médecin nous donne rendez-vous dans un parking souterrain. Récemment, beaucoup d'activistes de notre groupe ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir mis le feu à des usines de recyclage. C'est pour ça que je dois faire profil bas. Officiellement, sur les 120 usines de la ville, seules 5 ont un permis pour importer des déchets de l'étranger. Mais selon le militant,
Des dizaines d'usines travaillent ici illégalement. Les Chinois viennent dans notre pays et ils utilisent les usines sans autorisation. Ensuite, ils payent la police, les élus locaux, le gouvernement et même la Commission pour l'environnement pour que tous ferment les yeux. Mais il y a plus grave. Selon lui, certaines usines se débarrassent des rebuts industriels en mettant en danger la santé des habitants. Ils brûleraient le plastique en plein air, tout près des habitations. Si les déchets sont emmenés à la décharge, ça coûte très très cher. Environ 327 € la tonne. Mais s'ils les brûlent en plein air, ça ne leur coûte que le prix d'une allumette. Ces feux sauvages de déchets brûlaient encore l'été dernier. Ce qui n'empêche pas la filière française d'envoyer encore cette année 35 000 tonnes de déchets plastiques en Malaisie. Près de 5% des emballages plastiques recyclés. Pour ce genre d'exportation, l'État français et Citeo viennent d'annoncer plus de contrôles et de sanctions.